Bonjour, la situation de la France est désastreuse, ressemble probablement à celle de la Grèce avant la fameuse crise grecque. Vous voyez bien l'insécurité qui augmente, hein. Les journaux, les quotidiens sont devenus des listes de faits divers. On voit aussi au niveau de la dette, de l'endettement, que on risque malheureusement de perdre tout l'argent qui a été très durement économisé. Et donc une des solutions envisagée par les Français, c'est tout simplement l'expatriation. Et on va voir dans une première partie, en fait, qui sont ces Français qui veulent s'expatrier, et dans une deuxième partie de cette vidéo, où est-ce qu'ils peuvent aller. Donc voilà, voici une étude de Opinionway qui date d'il y a 1 an et demi, donc c'est il n'y a pas très longtemps, et comme il n'y a pas beaucoup d'études sur l'expatriation, eh bien ça reste quand même quelque chose d'important. On voit d'ailleurs la tentation de l'expatriation en raison du climat politique et économique en France. Je rappelle que cette étude a été réalisée avant la dissolution. C'est vous dire à quel point les chiffres ont augmenté. Tentation de l'expatriation en raison du climat politique et économique en France, 30% des gens, un tiers de la population veut s'expatrier pour échapper à ce qui se passe actuellement en France. Un tiers de la population, je ne sais pas, dans un pays comme la France où la qualité de vie, les traditions culinaires, la géographie est tellement belle et diversifiée, de voir 30% de gens qui veulent s'expatrier parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ont l'incertitude pour leurs proches, pour leur santé, pour leur sécurité, pour leur argent, c'est juste quelque chose de fou. Et c'est quelque chose que j'ai jamais vu, voilà, que j'ai jamais vu. D'ailleurs, c'est absolument, absolument fou. Bon. Donc, la tentation de l'expatriation. Alors, donc, toujours pareil, on va regarder, selon cette étude, en fait, quels sont les gens, en fait, qui sont plus particulièrement, qui ont plus envie de partir. Et là, c'est quand même assez marrant parce que c'est quelque chose de notable. On voit que finalement, ce sont les femmes qui ont le plus envie de partir. Mais à la limite, c'est pas très étonnant. On voit bien que l'insécurité est croissante en France, que c'est une vraie catastrophe, que rien n'est fait, qu'il y a des gens qui sont payés, mais qu'aucune décision n'est prise, quel que soit le parti, hein. Je veux dire, c'est pas une question de parti, c'est la question de l'État, en fait, où rien ne se passe. Et donc, on voit que les femmes, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est incroyable, parce que traditionnellement, si vous voulez, les femmes sont vraiment disons, les personnes qui veulent le moins s'expatrier. Je veux dire, traditionnellement, elles veulent le moins s'expatrier, surtout les Françaises. Et là, il se trouve que suite à cette étude, en fait, elles deviennent majoritaires par rapport aux hommes, hein. On voit, il y a quand même 5% de différence. Vraiment, c'est monstrueux. Ça dit vraiment... rien que ce chiffre-là, en fait, hein, parle de l'état de la France, parle de l'état de la catastrophe que la France est en train de vivre. On voit les jeunes, hein, beaucoup les jeunes, la moitié des jeunes de 18-24 ans, la moitié, plus de la moitié ont envie de partir. Plus de la moitié des jeunes, c'est quand même un truc qui est complètement, absolument fou, hein. Je veux dire, c'est vraiment fou. On voit aussi que les forces vives du pays, donc entre 25 et 64 ans, elles aussi, un tiers veulent partir. Il y en a un tiers qui veulent partir. On voit qu'il s'agit le plus souvent d'ailleurs de cadres supérieurs, hein, de gens qui sont plutôt, on va dire, le haut du panier, cadres supérieurs. Donc, on dessine un portrait à la grecque quelque part, vraiment un portrait à la grecque, un portrait où beaucoup de gens veulent fuir le pays parce qu'ils ont peur, ils ont vraiment peur pour leur avenir, pour leur sécurité, pour leur santé, pour leur argent. Enfin, je veux dire, c'est absolument fou, hein. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, si on regarde vote au premier tour de l'élection présidentielle de 2022, contrairement à ce qu'on pourrait penser,
ce sont pas les mondialistes, quelque chose comme ça. Je sais que c'est un terme qui est souvent utilisé, probablement galvaudé, mais bon, voilà. Mais on voit que ce sont en fait plutôt les deux morceaux, les deux bouts de l'échiquier politique, hein. On voit donc, bon, Fabien Roussel, je sais pas trop quel parti il est, je suis pas trop au courant de la politique française, mais bon, Jean-Luc Mélenchon, donc beaucoup de gens qui votent Jean-Luc Mélenchon, hein, clairement, et puis beaucoup de gens qui votent Éric Zemmour et Marine Le Pen, hein, et puis beaucoup d'abstentionnistes aussi, hein. Donc on voit finalement, par contre, tous les gens qui votent et qui sont, on va dire, relativement bien intégrés à la société, je mets ça entre guillemets, hein, ça veut dire en gros ceux qui profitent du système, donc les écologistes, les socialistes, hein, les socialistes avec Emmanuel Macron, les moins socialistes avec Valérie Pécresse. Eux, par contre, bon, bah, eux, c'est sûr qu'ils n'ont pas trop de problèmes, mais d'un autre côté, ils sont dans les beaux quartiers, ils ont de l'argent, ils n'ont pas, en fait, ce genre de problème. Et bon, peut-être qu'ils n'ont pas la culture économique pour comprendre ce qui va leur arriver, mais voilà, en tout cas, pour l'instant, ils sont en sécurité. Donc, en fait, on s'aperçoit qu'il y a vraiment quelque chose qui est très marquant, hein, absolument très frappant, c'est que c'est pas l'expatriation, en fait, n'est pas une problématique de droite ou elle n'est pas une problématique de gauche. En fait, l'expatriation montre que l'on soit de gauche ou de droite, finalement, les gens ont peur, ont de plus en plus peur carrément d'être en France et veulent fuir ailleurs. Alors, je vous avais parlé de la destination préférée pour s'expatrier. Il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de Français qui partent en expatriation pour créer leur entreprise, hein, parce que finalement, les expatriés, peut-être au départ, quand ils partent à l'étranger, n'en ont pas tout à fait conscience, mais créer son entreprise, voire même être indépendant ou freelance, ça peut être une solution, en fait, pour travailler dans un pays étranger. C'est-à-dire que, à la limite, vous n'avez pas le choix. Si vous voulez travailler, peut-être c'est plus simple de créer votre entreprise, de créer une structure, de vous mettre à plusieurs. Ça, vraiment, je vous le recommande absolument. Et donc, c'est une possibilité. Et donc, on va voir les pays en question. Le problème de l'expatriation, c'est que le siège vous oublie. Donc ça, c'est une réalité. J'aurai l'occasion sans doute d'en parler dans une autre vidéo. Et maintenant, on va analyser un peu les différents pays qui vous sont possibles. Donc, il y a un certain nombre de pays, en fait, dans lesquels les Français s'expatrient volontiers. La majorité des expatriés, en fait, vont dans des pays européens. Donc, vous avez typiquement le Royaume-Uni, hein, vous avez la Belgique, vous avez l'Allemagne, la Suisse, l'Espagne, le Portugal. Donc, généralement, vous avez le croissant, là, ici, autour de la France. Hein. C'est bien dommage parce que, comme je vous l'ai montré, en fait, il y a beaucoup de gens qui partent à l'étranger, qui sont obligés de créer des business. Ça aurait peut-être été préférable pour la France qu'ils les créent en France. Le problème, si vous voulez, c'est que créer des business en France par des gens compétents, et ben nécessairement, ça fait de l'ombre aux gens incompétents qui tiennent les rênes, en fait. Et donc ça, c'est vraiment pour ça. Donc ils préfèrent voir tous ces gens-là partir en expatriation, créer de la richesse et du travail à l'extérieur. Donc c'est pour ça, en fait, qu'il y a beaucoup de Français qui partent, hein, comme on a pu le voir. Donc vous avez... alors, différentes raisons. Vous avez différentes raisons. Généralement, pour le travail, les gens vont plutôt au Royaume-Uni, hein, ou en Allemagne. Et puis, vous avez aussi une expatriation de travail en Espagne. C'est un pays proche. C'est quand même un pays en croissance, donc il y a quand même une activité. Il y a eu aussi, où il y a comment dire, une expatriation de travail au Portugal. Donc c'est avec des salaires moins chers, mais par exemple vous avez des call centers ou des choses comme ça, et même des facilités offertes par les entreprises pour s'expatrier. Hein. Généralement, vous pouvez par exemple avoir des contacts avec certaines entreprises de call centers
qui même vous proposent des fois des appartements ou des chambres en colocation, enfin voilà, ce genre de choses-là, que ce soit à Lisbonne ou à Porto par exemple, hein, c'est le genre de choses qui existent. En Espagne, vous avez un peu plus le choix entre Barcelone, Valence et surtout Madrid, enfin surtout Madrid d'ailleurs et Barcelone. Il y a probablement des choses aussi à La Corogne et puis à Séville, hein. Mais voilà, vous avez une expatriation qui est possible ici. Évidemment, vous avez pas mal de retraités, hein, qui vont s'expatrier en Espagne ou au Portugal. Vous avez d'ailleurs, on m'a dit, hein, des retraités qui vont s'expatrier au Maroc éventuellement, voire en Tunisie, parce que bah, comment dire, le climat y est agréable. Il y a aussi une chose, hein, c'est que vous avez en France, le problème, c'est une insécurité permanente. Je veux dire, moi, il y a vraiment un truc qui est absolument, absolument incroyable, hein, que je vis que en France, les rares fois où j'y retourne, c'est quand on passe dans le métro parisien, quand vous allez à un endroit, par exemple, où il y a un contrôle, je sais pas, à un moment donné, il y a des contrôleurs qui vous contrôlent votre billet, vous avez tout de suite une troupe de 5-6 contrôleurs, les gardes, voire les chiens, voire éventuellement, alors je sais pas si les gardes c'est la police, l'armée et tout ça, mais vraiment il y a l'escouade, c'est l'escouade, je sais pas, d'une dizaine de personnes, alors peut-être certaines armées ou je sais pas quoi. Ça existe dans aucun autre pays européen, je veux dire. Vous pouvez aller en Belgique, hein, vous allez en Belgique, vous allez prendre le métro, le train, vous avez généralement une personne qui est là, qui demande gentiment votre billet, vous lui montrez gentiment votre billet, faites un sourire, on dit merci, bonjour, au revoir. Enfin, ça se passe comme ça, je veux dire, c'est pareil en Espagne, hein, c'est vraiment pareil en Espagne, et pareil au Portugal en fait, même en Suisse. Dans tous ces pays-là, en fait, vous avez vraiment pas du tout les mêmes relations de l'État aux gens. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça a vraiment pas de prix, quoi, je veux dire. Et c'est quelque chose que malheureusement, ça a été perdu. Ça existait en France, hein, il y a 40 ans, 50 ans, plutôt 50 ans d'ailleurs. Ça existait en France. Maintenant, malheureusement, c'est relativement, enfin, c'est perdu, d'ailleurs, complètement, complètement. Enfin, je veux dire, c'est juste fou. Donc voilà, donc ça c'est pour les pays européens. Euh, alors vous avez, pour les gens qui ont beaucoup d'argent, vous avez la Suisse, hein. Je dis beaucoup d'argent parce que l'immobilier nécessairement coûte cher. Puis ça peut être un peu compliqué. Récemment, vous avez quand même l'Italie, hein, l'Italie qui a pris des mesures, alors, que je ne connais pas vraiment fondamentalement pour les retraités, etc. Mais c'est vrai il semble y avoir un peu plus d'expatriation des Français vers l'Italie. C'est quand même un comble, hein, hein, parce qu'il y a 70 ans, en fait, c'était le mouvement inverse, hein. Je pense par exemple à Lino Ventura. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme pays en Europe? Vous avez aussi les pays d'Europe de l'Est. Alors, les pays d'Europe de l'Est, bon, vous avez évidemment l'Allemagne. Je trouve que l'Allemagne, c'est un pays intéressant parce que bon, c'est un pays qui est très joli, hein. Vous avez Schwarzwald, le lac de Constance, les chutes du Rhin, tout ça. C'est vraiment un pays très joli, hein. On y mange bien aussi. Euh, mais vous avez d'autres pays. Vous avez la Pologne qui est un pays très actif, hein, très actif où c'est possible de trouver du travail dans la tech éventuellement. Vous avez d'autres pays comme la, la Hongrie. Je sais qu'il y a pas mal de Français en fait qui ont été s'expatrier en Hongrie où ça semble aussi relativement intéressant. Il y a alors ça, c'est un pays que je connais pas trop, à vrai dire, la Serbie, donc je pourrais pas trop vous en parler, mais bon, il y a aussi des expatriations qui ont lieu vers ces pays-là. Dans une moindre mesure, la Grèce, dans une moindre mesure, la Grèce. Donc voilà, vous savez, et puis il y a la Roumanie. Bon, il y a la Roumanie aussi. Bon, je pourrais pas en dire grand-chose. J'ai vu dans certains commentaires que vous avez aussi plébiscité la Finlande. La Finlande, là encore, il y a des gens qui sont extrêmement gentils. Mais à vrai dire, quand on se promène en Europe, hein, ce qui frappe quand on est français quand même, c'est vous avez des femmes qui sont souriantes, gentilles,
elles n'ont pas l'impression d'être agressées quand vous leur adressez la parole. C'est un monde différent, quoi, on veut dire, hein. Vous avez la Suède. La Suède, bon, peut-être en ce moment, c'est peut-être un peu moins, c'est peut-être un peu plus délicat, on va dire. Bon, la Norvège, peut-être c'est un pays un peu plus compliqué, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà un peu le tableau des pays, on va dire, d'Europe de l'Est. Donc je préfère vous parler par zone, parce que dire que tel ou tel pays est mieux pour l'expatriation, à mon avis, c'est quand même assez difficile. Je pense qu'il vaut mieux parler par zone. Par exemple, il vaut mieux dire les pays anglo-saxons, hein, parce que vous avez le Royaume-Uni, mais après tout, vous avez aussi le Canada, vous avez aussi euh, les États-Unis, vous avez l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Voilà, ils ont un peu la même culture, donc quelque part, vous voyez, pour vous adapter, c'est un peu pareil. Alors évidemment, ils ne sont pas situés au même endroit sur la planète, mais voilà, c'est quand même intéressant. Donc vous avez vu passer la carte de l'Afrique. Alors, pour moi, l'Afrique, c'est un continent qui peut être intéressant. Je vous rappelle, pour ceux qui connaissent peut-être pas trop la chaîne, que moi j'ai été en Chine il y a relativement longtemps en fait. Enfin, la première fois que j'étais en Chine, plus exactement, c'était il y a relativement longtemps, hein. C'était il y a une trentaine, au moins une trentaine d'années. Ouais, ça fait une trentaine d'années. Donc, alors, à l'époque, si vous voulez, la Chine était vraiment un pays dont le niveau de vie était probablement inférieur à beaucoup de pays d'Afrique, hein. Je crois qu'à l'époque, le PIB était genre inférieur à la Guinée ou au Niger. Enfin, c'était vraiment, vraiment terrible la situation. Alors pas quand j'y étais, pas la première fois que j'y étais, mais c'est de là où ils sont partis en fait. Ils sont partis vraiment de très 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 bas. Et donc j'ai vu ce pays progresser. Donc je veux dire, à un moment donné, c'est pas impossible non plus que on voit d'ailleurs des investisseurs qui commencent à se tourner vers l'Afrique de manière générale. Vous avez ne serait-ce que par exemple pour YouTube, hein, je veux dire, ou Amazon, vous avez déjà la monétisation de pays comme, je crois, l'Algérie, me semble-t-il. Il me semble qu'il y a le Maroc, je crois qu'il y a aussi le Sénégal, le Nigeria aussi, il me semble. Donc, et puis il y a des pays anglophones, mais là je suis probablement moins au courant. Cela dit, régulièrement dans les salons professionnels, on voit arriver de plus en plus d'entreprises, je trouve, hein, qui sont des entreprises originaires de l'Afrique, donc de cette zone verte, en gros pour les francophones, hein. Et donc, vu les investissements annoncés, bon, il n'est pas impossible que dans les années qui viennent, alors il faut parler par bloc de 5 ans ou par bloc de 10 ans, hein, parce que les développements de pays prennent nécessairement du temps, mais il n'est pas impossible que effectivement ces pays se développent. Donc, ça veut dire, ça veut dire que ça peut être des opportunités en termes d'expatriation. Alors évidemment, il faut choisir de manière sélective, faire très attention déjà aux valeurs économiques, ça veut dire aux statistiques économiques de manière générale, hein, la croissance du PIB, la croissance de la population, la productivité, voilà, ce genre de choses-là. Il faut observer ça pour voir comment ça se passe, voir quels sont aussi les changements de réglementation, de voir ce qui est mis en place au niveau législatif sur la propriété privée, sur la propriété intellectuelle, sur ce genre de choses-là, et de voir comment évoluent ces pays-là pour trouver peut-être un pays qui montre des signes de développement positif à l'avenir et dans lequel ça peut être intéressant de s'expatrier pour commencer un business, voilà, pour faire des choses comme ça. Donc je pense qu'en 2025, voilà, c'est une option qui peut être à considérer dans une étude sérieuse. Bon, voilà. Après,
après, on choisit son pays d'expatriation aussi en fonction de ses affinités, de, de ce qu'on aime au niveau culture, peut-être aussi de liens familiaux, etc. Donc voilà, ensuite, ça peut se faire comme ça. Mais je pense vraiment c'est pas une zone à ignorer. Alors, une zone que je connais un peu mieux, c'est l'Asie. Donc l'Asie, hein, De Gaulle disait l'Europe de l'Atlantique à l'Oural. L'Oural, c'est là. Et tout ce qui est colorié, tout ça c'est l'Asie. Alors, je sais pas pourquoi ils mettent l'Égypte dans l'Asie. Bon, pourquoi pas, hein, je veux dire, pourquoi pas. Pour moi, c'est quand même plutôt évidemment le continent africain. Mais je ne sais pas comment c'est considéré officiellement. Normalement, ça doit être l'Afrique. Euh, donc, euh, donc, vous avez l'Asie. Mais l'Asie, comme c'est très bien représenté sur cette carte, en fait, c'est un ensemble de cultures qui peuvent être vraiment très différentes. Hein. Vous avez le nord, l'Asie du Nord et l'Asie du Sud. Ça n'a strictement mais rien à voir du tout, quoi, par exemple. Euh, sur l'Asie de l'Est, moi je suis pas trop d'accord. J'aurais mis dedans la Birmanie, la Thaïlande, le Laos, le Vietnam, et puis probablement la Malaisie et Singapour. Euh, voilà, parce que euh, c'est quand même, il y a quand même une culture, on va dire, qui est bon, qui est plutôt qui a des ressemblances, on va dire, qui a des liens historiques aussi, voilà, qui a beaucoup de liens historiques. Hein. Et puis d'un autre côté, bah, il y a le sud-est asiatique. Alors c'est vrai que ça recoupe aussi ce que j'ai dit, hein, c'est-à-dire le Vietnam, le Cambodge, le Laos, la Thaïlande, la Birmanie, c'est vrai que ça recoupe aussi la Malaisie, Indonésie, Singapour ici. Hein. Donc voilà, vous avez ces pays-là. Donc en termes d'expatriation, alors vous avez évidemment Dubaï. Je dois avouer que je sais pas trop. J'y vais pas tous les jours à Dubaï, donc je me rappelle plus où ça se trouve. J'ai honte. Donc vous avez Dubaï, qui peut être intéressant pour des gens qui ont quand même déjà un certain patrimoine, qui sont entrepreneurs. Bon, bah, c'est très connu, hein. Les influenceurs des nouvelles technologies aiment bien se situer à Dubaï, donc ça peut être quelque chose d'intéressant. Vous avez Singapour, hein, qui peut aussi être une destination intéressante. Bon, c'est une ville, bah, c'est un peu comme Dubaï, hein, c'est-à-dire que ce sont des villes qui sont peu étendues, très bien policées. Voilà, vous avez un peu très orienté business. Hein. C'est vraiment, c'est ce qui leur a permis de se développer. C'était un peu ce qu'était Hong Kong avant aussi. Voilà. Donc, vous avez effectivement ces choix-là. Euh, mais cela dit, pour l'expatriation, après, dans les autres pays, donc, euh, bon, j'aurais du mal. Bon, vous avez éventuellement la Turquie, donc ça, je ne sais pas vraiment en termes d'expatriation si c'est facile ou pas de s'implanter en Turquie. Hein. Vous avez bon, l'Arabie Saoudite, vous avez Dubaï, évidemment. L'Égypte, je ne sais pas trop ce que ça donne voilà, en termes de vécu là-bas, expatriation. Je ne sais pas trop ce que ça peut vraiment donner sur place. Après, vous avez l'Asie centrale. Donc, vous avez l'Asie centrale, vous avez le Kazakhstan. Alors, ah oui, ils ont fait un découpage bizarre quand même avec la Chine. Ouais. Non, vous avez le Kazakhstan ici, et puis tout un tas de républiques ici, donc le Turkménistan. Voilà. Ici, vous avez l'Afghanistan. Bon, là, pour le coup, je suis pas sûr que beaucoup de gens veulent s'expatrier sur place. Bon, il faut regarder au cas par cas, il faut regarder ce qu'il en est quand même de la sécurité dans ces régions-là, que je ne connais pas, hein, donc j'ai pas d'opinion sur le sujet. Il faut regarder quel est le développement. Cela dit, je crois que le Kazakhstan a pas mal de ressources naturelles, donc ça peut être un pays intéressant.
Par contre, je ne crois pas qu'il soit nécessairement très très peuplé, donc il faut voir. Vous avez l'Inde. Donc l'Inde, il y a différentes possibilités, hein. L'Inde, c'est évidemment un sous-continent, c'est un peu comme la Chine. C'est très varié. Euh, et vous avez des possibilités sur place. L'expatriation en Inde, c'est pas donné à tout le monde. C'est quand même un pays dans lequel les étrangers, comment dire, peuvent éventuellement se sentir mal, il faut le dire. Je veux dire, si vous vivez en Inde, ça peut être assez difficile. La population, enfin, c'est pas la densité de la population peut créer une pression qui est et la pauvreté aussi qui peut être assez difficile à supporter dans certains cas. Donc ça, il faut en avoir conscience quand même avant de partir en expatriation dans ces pays-là, hein. C'est quand même très important. J'ai parlé des pays du sud-est asiatique, donc je pense que vous êtes abreuvé de vidéos sur la Thaïlande, hein. Généralement, il y a énormément de vidéos sur la Thaïlande, donc là, vous en savez probablement plus que moi. Le Vietnam, c'est aussi quelque part un pays à considérer, hein. C'est un pays qui peut être intéressant. Je connais moins le Laos et le Cambodge. Euh, et puis, donc voilà, vous avez la Chine. Alors la Chine, c'est un pays qui est extrêmement intéressant pour l'expatriation, parce que j'en sais quelque chose, puisque j'ai été expatrié en Chine. Mais la question qui se pose actuellement, c'est évidemment celle des tensions géopolitiques avec les États-Unis. Et là, pour le coup, c'est une vraie question. Et je pense que il faut vraiment, comment dire, réfléchir de manière très objective avant de vouloir s'expatrier en Chine à cause de ce problème-là. Voilà. Je pense que c'est vraiment la question. Donc, moi, actuellement, je recherche un peu, comment dire, à réfléchir sur le sujet, de savoir quels peuvent être l'avenir des relations géopolitiques entre la Chine et les États-Unis. Bon, c'est vraiment difficile de se faire une opinion. Je veux dire, les informations qu'on voit transparaître de part et d'autre sont pas nécessairement très rassurantes parce que bon, il se passe un certain nombre de choses, mais moi je pense que il y a une incompréhension des deux côtés qui fait que c'est pas nécessairement propice à des règlements pacifiques. Donc voilà. Donc c'est une question. Je dois avouer que pour moi c'est un gros point d'interrogation, mais il n'en reste pas moins que la Chine est nécessairement, on va dire, c'est presque le pays emblématique de l'expatriation. Vous avez d'ailleurs là-bas, pour la France, pour les Français, hein, vous avez là-bas la principale chambre de commerce au monde se trouve en Chine. Donc voilà, ça a quand même une signification. Vous avez, c'est la première puissance économique, ou si c'est pas la première, c'est la deuxième, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment comme ça que ça se pose. Vous avez une civilisation qui est de 5000 ans, vous avez, et ça se ressent quand on va dans le pays, quoi, je veux dire, très clairement. Donc voilà, vous avez vraiment tout plein d'aspects très intéressants. Mais en balance, vous avez aussi des aspects extrêmement inquiétants. Et donc, c'est difficile de se faire une opinion. Donc, voilà. Par contre, vous avez, on va dire, dans la zone, hein, des pays qui peuvent être très intéressants. Vous avez la Corée du Sud, vous avez le Japon. Et quand on regarde au final ces pays-là, ils ne sont pas quelque part si éloignés que ça de la culture chinoise, puisque pour le Japon, par exemple, pratiquement toute sa culture, pratiquement tout sauf la langue parlée, viennent de Chine, en gros, hein. Donc voilà, c'est quand même un bon proxy, on va dire. Ça permet déjà d'avoir une bonne... le Japon permet d'avoir déjà une bonne vision sur toute l'Asie de l'Est ici, hein, vraiment sur toute cette partie-là. Mais le problème du Japon, c'est que c'est un pays cher. C'est-à-dire l'immobilier coûte cher. Enfin, maintenant, l'immobilier coûte cher partout. Donc
Et voilà, le coût de la vie est pas, c'est pas donné. Voilà, donc ça peut être un problème. Mais voilà, voilà un peu ce qu'on peut dire en fait sur la zone Asie en termes d'expatriation. Donc vous voyez, je ne veux pas focaliser pays par pays, mais c'est bien d'avoir comme ça une vision un peu plus large. Ensuite, en fonction de vos goûts, parce qu'il faut vous expatrier dans une zone en fonction de vos goûts. Il ne faut pas chercher, je ne sais pas, les impôts moins chers ou le truc, machin. Il faut vraiment déjà quand même apprécier un peu la culture parce que l'expatriation, c'est pas nécessairement facile. Donc voilà, il ne faut pas prendre trop de risques en fait. Alors, vous avez donc les Amériques. Hein. Donc, j'avais commencé par le Canada, vous avez les États-Unis. Après, vous avez évidemment toute l'Amérique latine. Donc, ça va du Mexique jusqu'à l'Argentine et au Chili. Hein. Là, vous avez vraiment le choix, en fait, de tout un tas de pays qui peuvent être très intéressants. Moi, je trouve que le Mexique, c'est très intéressant pour une histoire très riche, hein, les Aztèques. Vous avez donc le comment ça s'appelle, le Salvador ou qui est très crypto-friendly par exemple, donc ça peut être une possibilité. Il y a un certain nombre de Français youtubeurs qui sont au Panama, donc ça peut être aussi une bonne destination. En ce moment, le Venezuela, c'est un peu chaud, donc voilà. Vous avez le Brésil, évidemment. Hein. Le Brésil, alors là, on parle le portugais, donc, mais bon, tout ça, ça reste des langues latines, donc bon, l'apprentissage, c'est quand même pas la mer à boire. Et puis c'est un pays que les Français adorent, quoi. Je veux dire, le Brésil, le foot, etc. Le Pérou, là aussi, avec les Incas, tout ce qui est l'archéologie, voilà. Bon, ensuite, ça dépend des goûts de chacun, hein, mais bon, vous allez pouvoir trouver des choses intéressantes. Le Brésil, d'ailleurs, l'Argentine, le Chili, vous avez la cuisine qui peut aussi être intéressant. Hein. Je veux dire, en expatriation, la nourriture, c'est fondamental. Si vous allez dans un pays où bah, la seule chose que vous pouvez manger, c'est... bon, je vais quand même pas donner d'exemple pour vexer personne, mais on va dire je sais pas, des petits pois et puis et de la pintade, voilà, comme ça. Bon, ce régime-là, pendant quelques années, ça peut vous fatiguer assez vite, quoi. Donc, l'avantage avec le Brésil, l'Argentine, le Chili aussi, c'est d'avoir, puis peut-être même aussi le Mexique, c'est d'avoir une gastronomie assez riche. Euh, alors, vous avez des pays intermédiaires, on va dire, entre ces pays-là. Vous avez par exemple l'Uruguay qui est reconnu comme étant un pays relativement tranquille en Amérique latine, et donc qui est proche du Brésil et proche de l'Argentine. C'est sympa d'avoir comme ça un pays finalement qui se trouve à la jointure entre ces deux grands autres pays. Alors, vous avez le Paraguay qui a les mêmes caractéristiques. Bon, il n'est pas près de la mer. Et ensuite, il faut voir un peu voilà, les possibilités d'aller dans ces pays-là. Euh, mais voilà. Donc, ça vous donne un peu une idée de ce que vous pouvez trouver dans ces pays-là. Euh, Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme critères qui peuvent être intéressants? Bah, moi, je dirais le premier critère hein, pour éviter ce qui a pour éviter la France. Je veux dire, ça sert à rien de vous expatrier si vous retrouvez les mêmes problèmes ailleurs. Je veux dire, c'est la sécurité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, alors vous avez deux types de sécurité. Comme vous avez la sécurité personnelle et puis la sécurité géopolitique. Hein. S'il y a un risque de guerre, par exemple, entre deux pays, c'est clair que là, c'est un problème. C'est un problème. Euh, Dès l'instant où il y a un risque de trouble, en tant qu'expatrié, vous courez nécessairement plus de risques. Hein. C'est quelque chose qu'il faut bien comprendre, il faut en avoir conscience. À partir du moment où vous avez des risques de trouble, des risques de guerre, des risques, voilà, ce genre de choses-là, en tant qu'expatrié, c'est pas souhaitable. Donc, il vaut mieux
éliminer, on va dire, les pays qui ne sont pas qui ne sont pas calmes de ce côté-là. Maintenant, vous pouvez très bien choisir de rester dans un pays où cet aspect-là pose problème, mais parce que vous y avez une situation particulière, hein. Ça veut dire, clairement, vous y avez de la famille, votre femme vient de là-bas, ou vos parents, etc. Donc voilà, peut-être ça pose moins de problèmes. Mais hors de relations vraiment très intimes avec des gens, des locaux, la situation d'un expatrié peut très vite se révéler un problème à partir du moment où vous avez ce genre des risques géopolitiques avérés. Vous avez évidemment la partie sécuritaire, mais cette fois-ci plutôt à titre personnel. Donc là encore, ça ne sert à rien d'aller en expatriation dans un endroit si vous risquez à peu près la même chose qu'en France. Donc l'idée, ce qu'il faut bien voir, c'est que généralement, quand on voit, d'ailleurs c'est aussi mon cas finalement vis-à-vis de la France, hein, parce que je ne suis quand même pas retourné en France depuis pas mal de temps. Donc c'est-à-dire qu'on voit comme ça les news qui s'alignent. Je soupçonne quand même qu'il y a beaucoup de quotidiens en France qui alignent euh, beaucoup plus de faits divers qu'auparavant, de manière à mettre une pression politique sur le gens pour obtenir le bon vote. Maintenant, voilà, c'est aux gens d'être assez faire des recherches et de regarder quand même ce qui se passe. Ça dit, c'est clair qu'il y a un problème. Il y a un problème sécuritaire en France. Et euh, éventuellement, il peut être, localisé géographiquement à la France. Bon, il se trouve que malheureusement, quand on visite un peu le pays, on s'aperçoit que c'est un peu partout pareil, que maintenant, même les petites villes ne sont plus épargnées. D'ailleurs là, on voit quelque chose qui s'est passé en Haute-Marne, à Nogent. Voilà. Et c'est un peu partout, malheureusement, pareil. Par contre, dans d'autres pays, hein, je voudrais pas là encore citer des pays pour pas pour pas jeter l'opprobre, mais vous pouvez avoir en fait des zones qui sont extrêmement dangereuses où effectivement il y a beaucoup de, comment dire, d'attaques sur des personnes et malheureusement il y a beaucoup de victimes. Ça, ce sont des réalités, hein, dans certains pays. Mais il se trouve que, en fait, dans d'autres zones, ça va être très calme, très sûr, très safe, etc. Donc, c'est à vous de faire vos propres recherches sur le sujet. Mais clairement, la sécurité, c'est vraiment le premier des sujets. J'irais même jusqu'à rajouter, faites attention, parce que même, ça c'est plutôt pour les Français, parce que je ne suis pas sûr que les autres francophones aient le même type de problème. Vous pouvez avoir dans certains pays en fait des gens qui n'aiment pas spécifiquement les Français. Je veux dire, voilà, c'est des choses, faut le dire, hein, vous en avez peut-être rencontré. C'est très rare, mais vous avez des gens qui vraiment détestent les Français parce qu'ils sont Français. Je veux dire, voilà, c'est comme ça. Je veux dire, bon, on peut pas leur en vouloir spécialement, on peut pas. Il faut juste savoir que ça existe pour éviter les problèmes, voilà, et donc pour se protéger. Donc, si vous voulez, ça c'est pour moi le premier critère, hein, c'est vraiment le critère de la sécurité. Ensuite, vous avez, pour moi, ce que je considère comme étant le deuxième critère d'installation, qui est vraiment très important, c'est la partie, enfin, pour quelqu'un d'actif, là pour le coup, je parle moins de retraités, mais je veux dire pour les jeunes ou pour les gens actifs, comme moi, c'est de trouver un pays, voire même une région, parce que des fois les législations peuvent changer en fonction des endroits dans chaque pays, où travailler, hein, ne serait-ce que déjà que travailler, gagner de l'argent en tant que salarié, en tant qu'indépendant, voire créer une entreprise, euh, est possible et facile. Et je dirais même, c'est pas tellement, si vous voulez, la constitution de la société au départ. Parce qu'en France, il n'y a pas de problème, hein. En 2 heures ou 3 heures, une signature, c'est bon, hein, vous avez fait votre société, c'est pas la question. Le problème, c'est de ne pas se retrouver comme dans la même situation qu'en France, c'est-à-dire que vous avez un fardeau administratif tout au long de la vie de l'entreprise qui fait que vous ne pouvez pas vous en sortir. Donc l'idée, c'est de sélectionner le pays dans lequel vous allez aller
en fonction justement du fait qu'il n'y ait pas ce fardeau administratif. Donc ça veut dire pas de fardeau administratif, ça veut dire des procédures simplifiées, existantes, ça veut dire un traitement à peu près égal aussi entre l'expatrié et le local, ce qui n'est pas toujours évident dans tous les pays. Ça ne va pas être marqué sur Internet ou sur YouTube, il va falloir que vous fassiez vos recherches auprès de gens qui sont déjà localement sur place, en one-to-one, si j'ose dire, hein, les yeux dans les yeux, c'est pas des choses qui se disent trop sur la place publique, mais c'est indispensable, c'est vraiment indispensable, parce que vous comprenez bien qu'il va falloir que vous gagnez de l'argent et donc que vous travaillez. Si pour une raison ou pour une autre, vous ne pouvez pas travailler de manière générale parce que vous êtes étranger, ou que vous ne pouvez pas travailler dans certains secteurs parce qu'ils vous sont interdits parce que vous êtes étranger, ou que vous ne pouvez pas faire d'entreprise toujours pour la même raison, vous comprenez bien que c'est un problème majeur. Et donc à ce moment-là, vous ne pouvez pas sélectionner ce pays. Vous avez un certain nombre de choses aussi qui sont rattachées à ça. Le fait, par exemple, est-ce que la propriété intellectuelle est respectée? Est-ce que le droit des contrats est privé peut être mis en application facilement? C'est des choses qui peuvent paraître un peu accessoires, mais elles sont pourtant fondamentales parce que sans propriété intellectuelle, sans contrat sur lequel vous pouvez vous appuyer, vous comprenez bien que le business va être assez difficile, que les risques à ce moment-là sont très élevés pour vous. Et donc, c'est un problème. Alors, à la limite, ça peut s'arranger par la discussion, parce que dans ce genre de pays, quand vous avez ce genre de problème, les choses s'arrangent par la discussion, par des arrangements, etc. Mais voilà, il faut le savoir a priori. Hein. C'est pas quand vous arrivez sur place et vous apercevez que finalement, c'est pas possible. Et ça demande des contacts quand même avec des gens locaux qui ont monté leur entreprise, qui seront très heureux de vous aider ou au moins de vous informer. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Accessoirement, d'ailleurs, c'est pour ça que je veux faire un groupe Discord. C'est justement pour pouvoir permettre aux gens de se rencontrer, aux francophones, pour pouvoir échanger sur ce type de sujet. Moi, personnellement, je serais très heureux de communiquer tout ce que je sais gratuitement, si je peux le faire, pour les gens qui veulent s'expatrier. Il n'y a pas de souci. Je trouve qu'entre francophones, il faut s'aider sur ce genre de choses-là. Après, quand on arrive dans des domaines d'expertise élevés en termes de fiscalité, en termes de législation, tout ça, il y a les avocats, il y a les fiscalistes, il y a des gens dont c'est le métier. Qu'est-ce qu'il y a comme troisième critère important? Comme troisième critère important, vous avez où est-ce que vous allez vous loger. Ça paraît comme ça assez bête, mais c'est quand même un truc très très fondamental. Je veux dire, ne serait-ce que si vous allez en Europe, vous avez certains pays, là encore je ne vais pas citer pour pas, mais qui sont connus, hein, je veux dire, c'est pas un secret, où vous avez le risque de juste pas trouver un logement. Hein, vous n'allez pas pouvoir trouver de logement pour vous y installer. Donc, si vous voulez, ça sert à rien de vous faire des plans et tout un tas de trucs et de vous apercevoir au final que dans le pays en question, il n'y a juste pas de logement pour que vous puissiez y habiter. Et donc, à ce moment-là, vous comprenez bien que votre projet d'expatriation dans le pays en question tombe à l'eau et que c'est cuit de manière à peu près définitive. Vous avez des possibilités, donc j'expliquais ça au départ, hein, que vous avez dans certains pays des entreprises qui vont vous payer le logement, éventuellement qui vont vous loger gratuitement dans des endroits, etc. Le problème, c'est que ça reste valable tant que vous travaillez dans la structure. Le jour où vous y travaillez plus, nécessairement, il va falloir vous trouver un autre endroit pour habiter, et là, ça peut être le début des problèmes. Donc, faut vraiment réfléchir à ça avant de se lancer dans l'expatriation. Je veux dire, il faut que vous ayez nécessairement un endroit pour habiter. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les 3 critères clés pour choisir un pays. Vraiment, c'est très important. Les autres critères sont secondaires. Ils sont secondaires parce que c'est tout des choses, soit que vous pouvez régler,
soit si vous pouvez rien y faire, vous pouvez éventuellement vous adapter, trouver des solutions. Mais vraiment, la sécurité, la possibilité de travailler et la possibilité de se loger, ça c'est vraiment les 3 critères fondamentaux. Si vous les cochez pas ces 3 cases-là, le pays d'expatriation est probablement pas pour vous. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Après, l'expatrié. Quelle est votre situation? Vous êtes un homme, vous êtes une femme, vous êtes un jeune, vous êtes un vieux, vous êtes actif. Dire, quel est votre profil? Il y a une époque, il y a 30 ans, on va dire, expatrié, c'était quand même assez clair, assez défini. Généralement, c'était quand même plutôt des hommes et vous aviez des actifs détachés par leur entreprise qui allaient donc dans des pays étrangers. Vous aviez, ou alors vous aviez des retraités, voilà, ou alors vous avez des jeunes en stage qui allaient dans certains pays, et voilà. Et c'était assez quand même assez ciblé. De nos jours, en 2025, bah, les choses ont beaucoup changé. C'est-à-dire que maintenant, les expatriés, en fait, un peu tout le monde peut être expatrié. Quand il s'agit de fuir l'insécurité qui est terrible et puis aussi la dette monstrueuse qui va pas tarder quand même à exploser telle la Grèce, hein. Le problème, c'est que à partir de ce moment-là, tout le monde est susceptible, on va dire, de se retrouver en expatriation. À ce moment-là, l'expatriation commence à ressembler de plus en plus à de l'émigration. C'est-à-dire que à partir de ce moment-là, l'expatriation, si vous voulez, c'est... Je sais que c'est un débat qui a hanté les colonnes des commentaires de cette chaîne, mais je vais quand même donner ma définition. L'immigration, ce sont les gens qui viennent s'installer dans un pays. Voilà, ils sont immigrés parce que hein, c'est vers l'intérieur. Migrer, c'est l'aspect de se déplacer. Donc immigrer, c'est ceux qui arrivent à l'intérieur, qui s'installent, qui restent, qui vivent et qui restent là toute leur vie et qui ont des enfants, voilà, qui refont leur vie ailleurs. C'est immigrer, voilà, pour le pays d'accueil. Vous avez émigré. Émigrer, c'est et suivi de migrer, donc ça veut dire et c'est extérieur. Donc en fait, ce sont des gens qui partent du pays pour toujours, qui vont refaire leur vie ailleurs, qui vont voilà, qui vont refaire leur vie ailleurs et qui vont finir leur jour à l'étranger sans qu'il y ait de volonté de retour au pays d'origine. Donc ça, c'est émigrer quand on se situe dans le pays d'où les gens partent. Et puis vous avez expatrié. Expatrié, c'était un statut en fait des grandes entreprises il y a voilà, 30 ans, 50 ans, 80 ans, je ne sais pas. Et donc, où la personne qui partait à l'étranger était censée revenir voilà, quelques années plus tard. 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans après, la personne revenait en France et il finissait ses jours, etc. Donc, il y a une différence très très claire entre expatrié, immigré, émigré. On comprend très bien. Sauf que on voit bien ce qui se passe en France. Je veux dire, en France, on commence à avoir vraiment une situation qui commence à être, qui devient de plus en plus ingérable, que ce soit au niveau sécuritaire, que ce soit au niveau économique, avant de pouvoir, parce qu'un jour, les choses iront mieux. Mais le problème, c'est le un jour. C'est-à-dire que pour, pour remettre les choses dans l'ordre au niveau de la société, eh bien, il faut déjà qu'il y ait un changement d'orientation de la politique, parce qu'à l'heure actuelle, le déficit n'arrête pas de se creuser. Donc, si vous voulez, pour l'instant, on est vraiment en train... On a basculé dans le gouffre, hein. Ça y est, malheureusement, c'est comme ça. La France a basculé dans le gouffre, elle est en train de tomber. À un moment donné, l'arrivée au fond du gouffre se concrétisera par l'arrivée du FMI à Paris, avec des mesures qui seront demandées, qui vont être terribles vis-à-vis de la population, j'imagine. Et cette situation durera, donc le fond du gouffre durera probablement pendant
des années. Si vous regardez le Portugal, je crois que c'est 10 ans, la Grèce aussi, pas loin. Enfin, bon. Et la Grèce s'en est probablement pas trop remis vu ce qui se passe à l'heure actuelle. Enfin, voilà, je veux dire, vous voyez, l'Argentine, ça a duré aussi des dizaines d'années. Enfin, vous voyez, donc, si vous voulez, malheureusement, c'est un problème de long terme. C'est pas un problème qui va se régler en 3 jours. Hein. C'est absolument pas le cas. Donc, il y a beaucoup de risques que les expatriés français, en fait, se transforment, alors si on reste en France, en émigrés, et puis si on est dans le pays d'arrivée, ben, en immigrés, parce que ben, au bout d'un moment, ils vont s'apercevoir, ou même dès le départ, ils vont prendre conscience qu'il n'y aura pas de retour, et donc le départ sera un départ définitif, et donc ça constituera une immigration française, comme il y a eu d'ailleurs auparavant, hein, une immigration italienne, une immigration portugaise, une immigration d'autres pays européens. Je veux dire, ça ne serait pas les premiers, mais pour la France, en tout cas, ça va être un phénomène nouveau. Mais c'est un phénomène qui va arriver, parce que euh, ça, parce qu'on on voit bien, quoi. Je veux dire, quand on a donc 30% de la population, un tiers de la population qui veut partir en expatriation, je veux dire, les choses sont claires, c'est qu'il n'y a plus rien qui va. Il n'y a vraiment plus rien qui va. Vous imaginez un peu, ça fait 20 millions de personnes, 20 millions de personnes hein, sur à peu près 70 millions, 20 millions de personnes qui veulent partir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Si demain vous avez 20 millions de personnes, de Français qui se présentent aux frontières ou à l'aéroport pour partir, mais c'est un exode, c'est pas une expatriation. Mais la réalité est là. Et ça date d'il y a 1 an et demi. Avant les élections européennes, avant la dissolution, avant l'absence de notation de Fitch, de Moody's, de Standard Poor's, de l'éclatement en fait aux yeux du monde de la situation dramatique de la France en termes de dette publique. Donc maintenant, je ne sais pas à combien ça peut en être, mais c'est clair que c'est pas moins d'un tiers de la population française. 20 millions de personnes veulent se précipiter hors de France. On est dans des chiffres qui correspondent probablement à ceux qu'il y avait en URSS ou en Allemagne de l'Est au moment de la chute du mur de Berlin. Enfin, je veux dire, c'est juste hallucinant, quoi. On en est dans des choses comme ça. Les gens qui sont au pouvoir sont responsables de cette situation. C'est abominable. Hein. Si on regarde les destinations, donc après avoir fait un peu le tour hein, de tout ça, on peut voir les destinations qui sont privilégiées. Donc vous avez le Canada. Hein, le Canada, pourquoi? Parce que c'est un pays où il y a beaucoup de francophones. Donc nécessairement, le Canada, c'est une destination qui était intéressante. Alors, là, pour le coup, je ne sais pas si ça reste pareil. Bon, vous avez les États-Unis qui ont toujours exercé un attrait certain sur les autres pays. Est-ce que maintenant, depuis que Trump a été élu, c'est toujours 8%? La question reste posée. 7% en Allemagne, hein, c'est le chiffre le plus important de l'Europe. C'est quand même assez étonnant, mais enfin, assez étonnant. Il y a quand même beaucoup d'actifs qui veulent partir. Donc, évidemment, à partir du moment où ce sont des actifs, bah, ils vont choisir des pays où il y a le plus d'emplois. Donc, l'Allemagne, curieusement, l'Italie. C'est un peu étonnant, mais bon. Le Royaume-Uni, donc c'est ce qu'on avait vu. L'Espagne, normal. Et ensuite, vous avez Belgique, Portugal, Suisse, où généralement, bah, ce sont plutôt les gens qui sont retraités, en fait, qui s'expatrient dans ces pays-là. Hein. Et puis vous avez donc l'Afrique du Nord. Donc ça, je vous en ai parlé en début de vidéo avec 6% et l'Afrique subsaharienne avec 3%. Mais on voit quand même 3%, ça reste quand même supérieur à la Belgique par exemple. Et puis l'Afrique du Nord avec 6%, ça fait jeu égal avec l'Italie, avec le Royaume-Uni et aussi éventuellement avec l'Allemagne. Donc c'est vraiment pas des... Et puis même 8% avec les États-Unis. On n'est pas sur des... Enfin, je veux dire, l'Afrique, c'est une destination qui est quand même envisagée. Voilà. Ensuite, vous avez l'Asie. Donc,
finalement extrêmement peu de monde, hein, 6%. 6%, c'est très peu parce que l'Asie, c'est grand. Donc, vous imaginez, ça veut dire 6% répartis sur, je sais pas, la Thaïlande, enfin, si je sais, la Thaïlande, Dubaï, les, la Thaïlande, Dubaï, le Japon, voilà, peut-être l'Inde, les Philippines, enfin, je sais pas quoi. L'Australie, 6%, c'est beaucoup, hein. Pour un pays qui se trouve à l'autre bout de la planète, 6%, les gens aiment beaucoup les kangourous en fait, hein. Je plaisante. Et là pour le coup c'est beaucoup 6% parce que l'Australie c'est quand même un pays qui est assez comment dire, où il n'y a pas énormément de monde, qui se trouve loin. Il faut quand même à peu près 24 heures de vol, je crois, pour aller là-bas. Enfin bon voilà, c'est quand même pas si simple. Bon, vous avez l'Amérique du Sud, 4%. Bon, ça reste, pour moi, ça reste un continent très intéressant, l'Amérique du Sud, parce que vous avez vraiment une proximité culturelle malgré tout, hein, l'espagnol, le portugais, voire même peut-être l'italien, par exemple, comme en Argentine, où je pense qu'il existe encore peut-être des endroits où les gens parlent italien. Je suis pas trop sûr de ça, mais je pense donc que c'est quand même intéressant. Ensuite, ensuite c'est les autres destinations. Donc, voyez, les destinations préférées pour s'expatrier. Ensuite, donc les types, bah, vous pouvez être ingénieur, entrepreneur, retraité, freelance, indépendant. Vous pouvez être investisseur. En fait, vous avez quand même beaucoup d'endroits où aller. Donc, je vous recommande d'aller voir, c'est une étude OpinionWay, que je cite quand même. Donc, www.opinionway.com. C'est une étude intéressante, hein. Ça serait bien si vous pouvez y avoir ce genre d'études très régulièrement. Moi, je trouve que j'y ai appris vraiment beaucoup de choses et c'est vraiment très intéressant. Voilà, bah écoutez, je vous remercie. N'hésitez pas à mettre votre opinion en commentaire et je vous souhaite une très bonne journée.